Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister aujourd'hui à cette présentation du panorama de l'innovation RH et aussi au programme de formation organisé par la COC sur la thématique des ressources humaines. Alors, je voulais prendre la parole à ce soir pour vous présenter ce qui se fait en termes d'innovation RH aujourd'hui en France. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais nous, l'ABRH, donc l'association qui promeut l'innovation RH, on a une vision un peu globale et macroscopique du sujet RH et je voulais vous partager ça ce soir. Donc, on va parler de l'expérience candidat vers l'expérience collaborateur. Et alors, vous allez voir, il y a beaucoup de slides qui vont défiler, vous allez m'excuser par avance, mais l'idée, c'est de pouvoir se mettre dans la peau d'un collaborateur, c'est plus précisément d'une collaboratrice ou d'une candidate qui existe vraiment. Alors, donc, on va avoir différents sujets. Il va y avoir la partie expérience candidat, la partie onboarding digitalisé, la notion de culture d'entreprise également, le développement des compétences, des opportunités de mobilité interne, et après, bien évidemment, le fait de faire que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de votre entreprise également. Alors, on va démarrer depuis le début. Donc, il s'agit de Caroline. Alors, Caroline, ce n'est pas les Carolines présentes dans la salle ce soir. Caroline, il s'avère que c'est une stagiaire du LabRH qui, à la fin de son stage, a cherché un job. Donc, on se met dans la peau de cette Caroline. Alors, particularité, alors indépendamment de son cursus, c'est que vous allez me dire, oui, mais c'est une personne de la génération Z, ultra connectée, etc. Mais dans mon entreprise, ça ne va pas s'appliquer à tous mes professionnels, tous mes collaborateurs. Alors, ce n'est pas vrai parce que vous allez voir ce qu'on va adresser comme panorama s'applique à n'importe quel type de collaborateur. Voilà. Donc, juste on matérialise ça par Caroline, qui recherche son premier job à Lyon, plus précisément. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une génération Z. Alors, c'est bon aussi dans l'idée. Je ne vais pas faire de focus sur la génération Z. C'est une génération ultra connectée, hyper à même sur les outils digitaux, en quête de sens, recherche une entreprise avec une forte valeur éthique. Et en plus de ça, maintenant, on pourrait se projeter avec le Covid et tout ce qu'on a vécu. Je pense que beaucoup de collaborateurs recherchent plus de sens dans leur job. Alors, vous êtes une entreprise et vous allez vouloir la recruter. Mais pour la recruter, il va falloir que vous sortiez le grand jeu. C'est fini maintenant le côté, ce qu'on appelle le post and pray. Donc, je poste une annonce et je prie pour qu'il y ait plein de candidats qui postulent. Maintenant, il faut aller les chercher de manière beaucoup plus active. Donc, il y a différentes façons de le faire. Il y a une notion de présence sur les réseaux sociaux forte. Donc, vous allez voir, on va aborder ça. L'e-réputation, travailler sur son profil d'entreprise. Et puis après, les fiches de poste aussi les rendent beaucoup plus sexy que ce que ça pouvait l'être auparavant. Et donc, toutes ces notions de cette logique de marque employeur, on utilise un terme qui vient du marketing. Dans le marketing, on parle d'inbound marketing. Et bien, dans le recrutement, on parle d'inbound recruiting. Et donc, c'est de pouvoir amener les candidats à soi par cette démarche que je viens de vous présenter. Vous me dites si je vais trop vite. Alors, je vais vous donner des exemples. BPI France, je précise, a lancé un compte sur Instagram. Vous dites, ok, Instagram, c'est quoi l'intérêt? Mais en fait, tout simplement, vous savez, sur Instagram, on met des photos. Donc là, vous avez ici les vignettes. Donc, chaque carré représente en fait un tag, un post Instagram. En fait, derrière ça, quand on clique, en fait, on peut découvrir des stories. Donc là, en fait, quand je fais un focus, je vais avoir deux personnes, c'est une image, mais derrière, dans le post du coup de BPI, BPI explique un métier, ses valeurs, etc. Bref, utilise le canal de LinkedIn, de Instagram, pardon, pour diffuser un certain nombre d'informations concernant l'entreprise. Mazar, un cabinet de conseil, a utilisé les séries donc, VDM. Donc là, pour le coup, c'est Vie de Mazar. Donc c'est un vrai comédien qui est derrière. Et donc ce comédien est dans la tour donc à Paris et va se filmer avec des micro-vidéos pour expliquer le fonctionnement de Mazar, comment recruter, quels sont les différents postes, comment ça se passe au day-to-day dans l'entreprise. Après, vous avez d'autres entreprises qui se disent notre réputation, surtout quand on est sur du B2C, va avoir un impact en fonction des produits qu'on va vendre. Je prends l'exemple de Carrefour. Carrefour a fait une étude, en fait, il y a une corrélation entre la réputation de Carrefour en tant que consommateur et les gens qui vont
candidater chez moi. Donc, ils avaient 900 produits qui étaient mal notés sur Yuka. Et donc, ils se sont dit, en fait, on va remonter cette note sur Yuka pour avoir une marque Carrefour plus sympathique, plus sexy. Et en fait, ils se sont rendus compte que derrière, eh bien, ils avaient beaucoup plus de candidatures qu'avant. Donc, voilà, toujours pareil, impact sur les réseaux sociaux. Et c'est un gros... Alors, ça, je vais passer. Donc là, je vous ai donné des exemples. Alors après, vous allez me dire, OK, c'est super, c'est facile à mettre en place sur le principe, mais il faut aussi pouvoir faire un diagnostic. Donc il y a quand même des startups aujourd'hui qui existent pour pouvoir faire des diagnostics de marque employeur, savoir où l'entreprise se situe en termes de marque employeur. Là, je vous donne l'exemple, vous l'avez en bas à droite. La startup s'appelle Yaoli. Et en fait, Yaoli, à travers un questionnaire relativement simple, permet de faire votre propre diagnostic de votre marque employeur et de savoir sur quel axe il va falloir insister. Est-ce que c'est une notion de notoriété, de cohérence, d'attractivité, bref, et après avec quelques tips qui vous seront donnés. La fiche de poste, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi un vrai sujet sur la fiche de poste. C'est vrai, quand on regarde les différentes offres d'emploi, aujourd'hui, les fiches de poste ne font pas fondamentalement rêver. Donc là, on a donné un exemple, il peut y en avoir plein d'autres, c'est Alan, une société qui fait de la mutuelle, qui révolutionne le monde de la mutuelle. Je ne vais pas vous lire la fiche de poste, bien évidemment, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire transpirer dans cette fiche de poste l'état d'esprit de l'entreprise, les valeurs d'entreprise. En fait, on ne va pas rechercher un profil pour un profil, on va rechercher des compétences, des soft skills de candidats, et c'est là où la fiche de poste prend un sens différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Ici, chez Air France, ils ont utilisé une startup qui s'appelle PassMotion, qui va travailler sur du chatbot, tout simplement, et de pouvoir aussi poser des questions donc, à des ambassadeurs. Donc, le chatbot est enrichi par ces ambassadeurs sur les réponses et devient de plus en plus intelligent. Mais après, les ambassadeurs peuvent aussi prendre la main directement pour répondre aux questions des candidats qui vont interagir de manière directe avec les collaborateurs de France pour savoir comment ça se passe réellement au sein même de l'entreprise. Ubisoft, eux, ils ont utilisé une autre technique. Là, c'est une vidéo 360. Alors, c'est assez simple, mais ça fonctionne bien. Et bien, ils donnent la parole à un collaborateur, à une collaboratrice, qui va rentrer dans les bureaux d'Ubisoft et qui va expliquer, ben voilà, on a ce job à pourvoir. Et ben voilà l'environnement dans lequel tu vas travailler. Voilà les personnes, voilà la cantine, etc. Donc, on est vraiment en immersion totale. Et ça donne envie aux candidats de postuler à l'entreprise. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'inbound recruiting. C'est trouver tous les axes possibles pour amener les candidats à soi et leur donner envie de candidater à l'entreprise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne perds personne? Oui. Alors, ok, une fois que j'ai fait ce fameux inbound recruiting, j'ai réussi à séduire à travers ça cette fameuse Caroline. Maintenant, Caroline va postuler au sein de mon entreprise. Et là, il y a plusieurs façons de postuler. Première chose, de manière assez simple, donc c'est sur les sites carrières, les job boards. Deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle les recrutements sans CV, donc tout CV derrière, des chatbots de recrutement et aussi de la cooptation. Alors, sur la partie site carrière ou job board, alors je vais plutôt faire un focus sur la partie site carrière, il faut être raccord entre ce qu'on propose en termes de valeur et ce qu'on envoie comme image. Je vous ai donné l'exemple de Mercedes-Benz, grosse entreprise automobile, a priori plutôt luxueuse. On voit de belles berlines, un site très épuré. Et quand on postule chez Mercedes, on arrive sur cet espace-là. Et donc là, on voit qu'il y a une réelle dissonance entre ce que renvoie la marque en termes d'image auprès du public et ce que renvoie la marque en termes d'image auprès des candidats. Donc il faut être hyper vigilant par rapport à ça. Le recrutement sans CV, deux exemples de recrutement sans CV. Premier exemple, c'est Leroy Merlin qui fait du recrutement sans CV, donc uniquement sur les soft skills pour les personnes en magasin. Je précise, le recrutement sans CV ne peut pas forcément s'appliquer à toutes les catégories professionnelles. Donc il faut mesurer ça. Néanmoins, pour un poste en magasin, eux, ce dont ils avaient besoin, c'est des personnes
capable d'être souriant au contact des clients, être aussi débrouillard pour pouvoir aller faire un peu de manutention, etc. Donc en fait, ils vont rechercher ce fameux soft skill, et donc ça ne sert à rien d'envoyer un CV, ils préféraient avoir des personnes en direct. Cultura a eu une approche un peu plus radicale, ils avaient un poste de juriste, et globalement, ils ont dit les 200 premières candidatures, on les voit en entretien. Tout le reste, on les voit pas. Ça fonctionne, mais du coup, il y avait ces candidatures, en tout cas, c'était en réponse sur un tweet, et donc tous ceux qui likaient, les 200 premiers, en fait, allaient vus en entretien. Ça, c'est le recrutement sans CV. Ensuite, il y a le recrutement par chatbot. Donc là, je reprends un autre même exemple que tout à l'heure, donc c'est avec Mazar, qui est assez innovant sur la partie RH. Donc là, ils font du recrutement sur chatbot. Donc en fait, quand vous postulez chez Mazar, automatiquement, il y a un chatbot qui se met en branle, et là, vous pouvez, du coup, poser un certain nombre de questions. Combien je vais être payé? Est-ce que la mobilité est possible chez Mazar, etc., etc. Et là, le chatbot répond pour le recruteur, et ce qui permet de filtrer, en fait, en amont, les candidatures, et du coup, avoir des candidatures plus qualifiées. Donc ça, c'est CV Catcher qui propose cette solution. Il y en a d'autres qui proposent cette solution. La cooptation, ça existe depuis de nombreuses années. Beaucoup de choses ont été faites là-dedans. Ça reste toujours artisanal. Et puis, il y a des entreprises, donc là, je prends l'exemple de KeyCoopt, qui a lancé donc, pour, je ne sais plus quel compte, peu importe, donc une plateforme de cooptation interne à l'entreprise pour essayer de faire en sorte que les collaborateurs puissent coopter les candidats afin de les faire entrer dans le processus de recrutement. Donc là, vous avez vu les 4 façons dont Caroline peut postuler au sein de l'entreprise. Maintenant, c'est bon. Caroline, elle a été séduite par votre entreprise, elle a postulé chez vous, et maintenant, on va lui faire passer les entretiens. Donc, on rentre dans le process pur de recrutement. Il y a 3 façons de faire. Alors, je ne parle pas d'entretien classique, mais sinon, il y a 3 façons de faire des entretiens maintenant. Il y a les entretiens vidéo, les tests de personnalité et puis les escape games. Alors, les entretiens vidéo, c'est l'exemple de Easy Recruit qui fait des entretiens vidéo. Aujourd'hui, l'entretien vidéo va un peu plus loin puisque les entreprises qui proposent des solutions d'entretien vidéo utilisent de l'intelligence artificielle pour déterminer les mimiques de votre visage. Donc, en fonction de la façon dont vous allez bouger, articuler, etc., on va voir si vous êtes stressé, à l'aise, empathique, etc. Je ne rentre pas dans le débat de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut impliquer après en termes éthiques, mais en tout cas, sachez que ça existe. Test de personnalité, là, pareil, ça fait un certain nombre d'années que ça existe. Maintenant, c'est beaucoup plus automatisé, beaucoup plus abouti. Un Assessfirst, par exemple, propose ces tests de personnalité. Ça permet, à l'issue d'un certain nombre de questions et aussi de mots-clés qui sont recherchés sur les CV ou sur les fiches, de pouvoir déterminer les comportements des candidats et donc de pouvoir classifier ou de donner des grandes tendances. Et enfin, donc les escape games. Alors pareil, ça ne s'applique pas à n'importe quelle catégorie professionnelle. Ça marche par exemple très bien pour les commerciaux. Vous mettez des commerciaux en escape game, vous voyez comment les personnes s'en sortent de ces jeux. Donc Urban Gaming propose des solutions d'escape game qui sont des solutions digitales aussi, c'est pas en physique. Mais ça marche plutôt bien et ça permet encore une fois de déceler les leaders, les suiveurs, etc. D'autres traits de personnalité. Une fois que Caroline a passé les premiers entretiens, donc soit entretien vidéo par escape game, il va falloir l'identifier en interne. Alors, soit je suis une TPE, c'est assez facile d'identifier la candidate, mais si je suis dans une entreprise un peu plus grande, il va falloir aussi que les différents services voient qu'on a rentré telle ou telle candidate dans le process. Et donc pour cela, il y a plusieurs façons de faire. On gère les candidatures par des tableaux de bord, on fait du parsing de CV, et je vais vous expliquer après ce que c'est le parsing de CV. On peut travailler sur du recrutement prédictif, et après, il y a bien évidemment apporter une réponse rapide et personnalisée aux candidats. Alors les tableaux de bord, plutôt que d'avoir un bon vieux fichier Excel, aujourd'hui, il y a des startups qui proposent des solutions, donc là c'est l'exemple de Visio-Talent, il y en a plein d'autres, qui proposent des solutions pour pouvoir catégoriser, hiérarchiser, centraliser les candidatures et après les réaffecter aux bons services, aux managers, aux autres recruteurs dans l'entreprise. Donc c'est le cas de Visio-Talent, et après vous avez des notes, vous avez les commentaires, vous avez les personnes qui ont vu les candidats en entretien, etc.
Ensuite, il y a le parsing de CV. Alors, le parsing de CV, donc Reminder propose du parsing de CV. Alors, le parsing de CV, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Non. Parsing de CV, c'est globalement, il y a un CV qui arrive et j'ai un outil qui va venir récupérer toutes les informations du CV et venir me les mettre, ces informations, par bloc et les pareil, les catégoriser. Donc là, typiquement, je vais peut-être passer, je crois qu'il y a une slide après. Voilà. On peut aller encore plus dans le parsing de CV. Là, typiquement, donc, une société qui s'appelle Adéquate à utiliser, encore une fois, c'est des catchers sur du parsing de CV. Donc là, globalement, donc, avec l'image de Tony Parker, on shoot son CV, on dépose tout simplement son CV sur le site internet. Et avec le système, le CV, les informations vont être extraites du CV, vont être mises en parallèle avec des informations de la job description. Et ensuite, on va envoyer au candidat directement les meilleures annonces qui pourraient correspondre à son profil. Je ne vous ai pas trop perdu? Alors, on continue. Recrutement prédictif. Un peu dans l'idée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai expliqué donc, avec les tests de personnalité. On réutilise Assess First, il y a aussi Savel qui propose ce genre de choses. Du coup, en fonction des compétences que je vais pouvoir sortir du CV à travers ces outils qui sont toujours basés sur l'intelligence artificielle, eh bien, c'est pouvoir déterminer des traits de caractère et pouvoir dire, enfin faire dire à la machine que ce candidat ou cette candidate pourrait être plus à l'aise sur ce type de poste ou plus à l'aise sur ce département dans l'entreprise. Encore une fois, ce ne sont que des suggestions. Reste au recruteur de décider, de recruter ou pas, d'avancer dans le processus de recrutement. Ce sont juste des outils d'aide. Et enfin, dans l'expérience candidat, il y a cette logique de réponse personnalisée au candidat. Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entreprises ne répondent jamais au candidat. Vous postulez, au mieux, vous avez un mail automatique. Il y a des startups qui se sont lancées là-dedans. Je prends l'exemple de Wikip. Il y a aussi Yago, qui permet en fait de suivre le process de recrutement de manière assez précise et de lancer des informations au recruteur pour lui dire bah, attention, là, il faut répondre à tel candidat, ou il y a son rendez-vous qui est fixé, il va falloir le rappeler, etc. etc. Donc, c'est un gestionnaire de tâches. Et puis après, il y a des startups qui se lancent aussi dans des réponses automatiques auprès des candidats, mais des réponses personnalisées, même si c'est automatique. Alors c'est bon, ça y est, vous avez séduit Caroline, elle a postulé, elle a passé son processus de recrutement, elle a été identifiée en interne, c'est trop cool. Elle rentre dans l'entreprise. Maintenant, tout n'est pas joué, il faut réussir à la maintenir, s'il va y avoir une période d'essai. Donc il faut assurer son onboarding. Alors aujourd'hui, l'onboarding, c'est l'intégration du nouveau collaborateur dans l'entreprise, se fait de manière digitalisée. Un certain nombre de startups proposent ce genre de choses. Je vais parler d'une startup qui s'appelle Localme, qui est basée à Marseille, par exemple, qui fait de l'onboarding digitalisé. Donc là, typiquement, pareil, on suit un processus qui est proposé donc, par l'outil pour pouvoir lui faire rencontrer des collaborateurs, ne pas l'oublier de lui donner accès à la cantine, son ordinateur portable, etc. etc. Workelo aussi fait la même chose. Ensuite, l'objectif, une fois, enfin, même pendant l'onboarding, c'est de faire découvrir à votre nouvelle collaboratrice votre culture d'entreprise et les services que vous proposez à vos employés. Alors, en fonction des valeurs, ça c'est pareil, toutes les entreprises ne vont pas se focaliser là-dessus, mais il y a les sujets de gestion de mail et droit à la déconnexion. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, d'autant plus avec l'époque actuelle, on fait beaucoup de choses à distance. Donc, il y a des startups comme Timio et Mailloop qui proposent soit de la déconnexion, avoir des mails moins intrusifs, veiller à ce que les mails soient écrits avec un langage bienveillant. Donc, le système alerte en disant attention, les termes utilisés sont peut-être un peu trop cash, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées autour de la gestion des mails. Il y a le sujet de la QVT également, qui est assez présent dans les entreprises, c'est de dire ben, qu'est-ce que moi, mon entreprise, propose à mes collaborateurs en termes de qualité de vie au travail. La garderie, du yoga, du sport, du covoiturage, des temps de sieste, des sujets pour travailler sur les jeux, qui sont beaucoup maintenant arrivés, en tout cas pour les populations cadres, sur nos ordinateurs. Donc, il y a des startups qui proposent des solutions pour travailler sur l'activité visuelle.
et puis après, se connecter avec des médecins quand on ne peut pas se déplacer tout le temps et faire ça à distance. Également, en termes de valeur, il faut laisser à Caroline la possibilité de s'exprimer. Parce que ce n'est pas tout de pouvoir intégrer et lui proposer un bel environnement de travail, sa voix compte au sein de l'entreprise. Donc pour cela, on va ce qu'on appelle faire du feedback en continu. Des startups comme Witifit le proposent pour dire, ben voilà, Caroline s'exprime régulièrement à travers l'application en disant je suis satisfait, tout se passe bien, au moins il y a ça qui me gêne, ou mon manager, je n'entends pas très bien avec lui. C'est anonymisé et ça permet d'avoir une grande tendance quand on gère une masse salariale, comment ressentent l'état d'esprit de l'entreprise auprès des collaborateurs. Il peut y avoir des sujets de concertation à grande échelle, là c'est le cas de Tokuna, plutôt que ce soit des décisions qui soient prises de manière top-down par le comité de direction, eh bien on va lancer des concertations à grande échelle auprès de tous les collaborateurs pour dire quels sont les projets que vous souhaiteriez voir mener au sein de l'entreprise sur la prochaine année, et là après les collaborateurs vont voter sur ce projet. Et bien évidemment, on lui donne la possibilité de s'exprimer, mais il faut aussi la reconnaître. C'est est-ce qu'elle a développé des bonnes compétences, est-ce qu'elle est compétente dans son travail ou pas. Petit problème de... Je fais une pause. Good. Donc la connaissance des collaborateurs, vous avez des startups qui sont lancées là-dedans, donc il y a CocoWorker, Brick, et là tout simplement, c'est vous travaillez en équipe. Je ne suis pas noté par mon manager, hein, c'est pas ça. C'est juste les personnes avec qui j'ai travaillé sur le projet me notent, me disent ok c'est super, on a vachement bien assuré ce tel truc, voici le retour que je peux te faire, etc. Donc là donc là on le voit, c'est des grands bravos, alors c'est de la gamification hein, clairement derrière ça, mais au moins ça permet d'avoir comment dire, des récompenses qui sont faites auprès des collaborateurs. Après, il y a l'évaluation. On parlait tout à l'heure de feedback 360. L'évaluation, c'est Javelot qui propose ce type de choses. Donc, pareil, c'est d'évaluer de manière continue les collaborateurs. Donc là, ça peut être soit des personnes au même niveau hiérarchique, soit des supérieurs hiérarchiques, voire des managers peuvent se faire également évaluer par ses propres collaborateurs pour savoir si ça se passe bien, si le mode de management fonctionne, etc. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet quand on sait que le management à distance est très compliqué. Et puis, dans l'entreprise, Caroline elle va pouvoir développer ses propres compétences et aller plus loin. Parce qu'elle est rentrée avec des compétences, mais elle devrait en ressortir avec d'autres compétences. Donc là, il y a Bitiz, autre startup qui propose donc, une application de micro-learning, à travers des capsules, des quiz. Ça permet à tous les collaborateurs de se micro-former sur différents sujets. Il y a des vidéos interactives, ça c'est Air France, globalement, c'est de laisser la parole à des collaborateurs pour créer leurs propres vidéos et leur dire, ben voilà, moi je suis finalement expert dans mon domaine et je vais t'expliquer, si je prends le cas de l'intelligence artificielle, ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est des collaborateurs qui forment d'autres collaborateurs à travers des vidéos interactives. La réalité virtuelle, grand sujet. Alors ça fait 1 an qu'on entend vraiment parler de la réalité virtuelle dans le monde de la formation. Et pour développer des compétences aujourd'hui, c'est assez intéressant. Donc on s'immerge complètement en réalité virtuelle et le résultat est assez bluffant. Pour avoir testé des choses, alors il y a Pitchboy, Uptail ou Antilogie qui proposent ce genre de solutions. On peut aller très loin, hein. Typiquement vivre un harcèlement sexuel quand on est un homme, on a du mal, mais là on se met dans la peau et la réalité virtuelle permet vraiment de vivre ça. Et donc on développe des compétences, mais ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et de vivre de manière quasiment réelle. Et enfin, donc ça c'est la Webox qui propose ça. Je vous avais peut-être entendu parler de ça. Les communautés apprenantes, c'est un terme qui est en vogue aujourd'hui. C'est comment créer au sein même de mon entreprise des groupes de collaborateurs qui vont s'auto-former sur des sujets. Donc c'est ce qu'on appelle le learning by doing. Et donc plutôt que de suivre une formation pareille en distanciel ou en présentiel dans le mode top-down, on va se retrouver un peu en atelier d'échange de pratiques et on va se former ensemble en essayant de faire en même temps. Learning by doing. Et puis donc, dans l'évaluation, il faut aussi pouvoir se positionner par rapport au reste de son équipe.
et donc progresser avec son équipe. Donc là, c'est ce que propose Fancy. Là, on retrouve un peu le radar que proposait à l'époque, en tout cas la FNAC, par exemple, mais ça permet de se juger, se dire, ben voilà, tout le ranking global du service, c'est de pouvoir être hyper efficace et d'être extraverti. Hein. Et ben, est-ce que moi, comment je me positionne là-dessus? J'atteins 70% de ce qui m'est fixé, etc. Ça permet aussi de développer mes compétences par rapport à ça. Et puis, alors, pour la fidéliser, il faut lui proposer des opportunités pour faire évoluer son travail. Alors, faire évoluer son travail, c'est soit lui donner plus de choses à faire, soit lui faire découvrir un nouveau métier, soit lui faire découvrir, quand vous êtes dans une grosse entreprise, un autre service, un autre département, voire un autre site géographique. Et nous, on a poussé le piste un peu plus loin au LabRH. On dit même qu'on peut même travailler sur l'employabilité, c'est pouvoir aussi amener les gens à se dire ben, on ne va pas rester toute sa vie dans le même endroit, mais demain, qu'est-ce que tu devrais développer comme type de compétences si tu partais de l'entreprise pour aller postuler ailleurs. Donc là, il y a un certain nombre de startups qui se sont lancées sur ce créneau-là. Les compétences cachées, souvent, on n'arrive pas à savoir quelles sont vraiment les compétences qu'on a et on a du mal à être extraverti par rapport à ça. Et donc, il y a des startups comme Wixi qui permettent à la fois sur du déclaratif, sur l'autodéclaratif ou alors sur du déclaratif par vos collègues, et bien de pouvoir faire émerger des compétences qui sont des compétences cachées. Aider Caroline à définir son projet professionnel, interne, ou si vous êtes ultra innovant en dehors de votre entreprise. Donc JobMaker le propose, et donc ça permet de se dire, ben, est-ce que moi aujourd'hui, mon projet professionnel, c'est d'avoir un bel équilibre de vie pro-perso? Est-ce que c'est d'aller switcher de comptable à data scientist, etc. Et après, donc là, on est plutôt sur la logique, alors ce qu'on appelait avant la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, donc la GPEC. Aujourd'hui, il y a un terme qui est un peu plus cool, qui s'appelle le Strategic Workforce Planning, qui est mieux en anglais. Mais donc, pareil, il y a beaucoup de startups qui sont lancées là-dedans, donc il y a Boosters, Wooz, Elan, donc Strategic Workforce Planning. Pareil, sur des moteurs d'intelligence artificielle qui permettent, en fonction de la data qu'on récolte du collaborateur, de pouvoir se projeter en termes d'évolution et aussi par rapport à la feuille de route que l'entreprise se fixe en termes d'évolution business sur le marché d'ici 2 à 3 ans. Et donc, d'amener des collaborateurs d'un métier à un nouveau métier pour répondre aux besoins de l'entreprise. Je ne sais plus si c'est une des dernières salles là-dessus. L'autre sujet également pour un collaborateur, et ça de plus en plus le vent en poupe avec le Covid, et je vous ai parlé de sens, c'est quel est le sens qu'on a à aller travailler dans une entreprise. Donc, parfois, l'entreprise répond directement parce que c'est une entreprise qui a du sens ou une action sociétale. OK, ça, il n'y a pas de débat. Parfois, c'est un peu plus difficile à aller chercher du sens dans une entreprise qui c'est un peu plus délicat. Donc, il y a des startups qui sont lancées sur du don. Globalement, c'est se dire, ben, je dédie je sais pas, 10%, 20% du temps de mes collaborateurs à aller travailler pour des associations, pour leur donner du sens dans leur travail. Donc, ils sont payés par l'entreprise, mais du coup, ce temps payé est offert par l'entreprise auprès de l'association. C'est ce que fait Vendredi, par exemple, qui dédie un jour par semaine à une association sans changer de travail. Et maintenant, donc, si vous avez rempli tout ça, Caroline, elle est super contente, elle est heureuse, elle est épanouie, elle développe ses compétences, elle a une qualité de vie au travail au top. Maintenant, il faut l'inciter à devenir votre ambassadrice de votre entreprise pour aller chercher de nouveaux candidats et les faire rentrer dans le cycle. J'espère que vous allez être prêts à rencontrer cette fameuse Caroline maintenant avec tout ça. Bon, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'étais hyper rapide dans l'extrait, mais vous avez beaucoup de slides. Mais au moins, ça dresse un panorama on va dire, relativement large de ce qui se fait en termes d'innovation RH sur toutes les verticales RH. Est-ce que vous avez appris des choses ou tout ça, vous saviez? Tout appris? Découverte? Là, il y a plein de choses. Alors après, ce sera un autre débat, on va faire un autre événement sur l'éthique autour de tout ça, parce que finalement, on parle beaucoup de solutions digitales, et dans ces solutions digitales, de plus en plus utilisent l'intelligence artificielle. Alors, il y a un professionnel de l'intelligence artificielle dans la salle aussi,
Mais après se pose la question aussi de l'éthique dans l'intelligence artificielle et la façon dont les RH vont utiliser l'intelligence artificielle. Et je fais juste un petit retour d'expérience. Il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe de travail de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. On est parti en voyage d'études aux États-Unis, on est allé voir IBM, donc, qui a développé Watson, qui est un gros moteur d'intelligence artificielle. Et en effet, ça fait un petit peu peur de rentrer dans ce monde d'intelligence artificielle, puisque donc là, c'était un exemple appliqué au médical, où globalement, c'est l'intelligence artificielle qui détectait les maladies et qui, c'était le cas de quelqu'un qui venait, on détectait un cancer, donc c'est l'intelligence artificielle qui l'orientait vers le cancer. Et finalement, le médecin se mettait un peu en retrait et disait ok, c'est bon, je crois en ce que nous dit l'intelligence artificielle. C'est là où je dis attention, l'intelligence artificielle, ou en tout cas aujourd'hui les outils digitaux, sont des outils d'aide à la décision, mais en aucun cas, ce sont les outils qui doivent décider à votre place. Ça doit vous. Je ne dis pas de bêtises. Ça ne doit pas vous dire ok, c'est bon, l'outil m'a dit de faire ça, je le fais. Sinon, l'outil m'a dit de faire ça, je réfléchis un peu, est-ce que c'est vrai, pas vrai, je pèse le pour et le contre, et après j'y vais. Je prends vraiment ma décision. C'est juste une parenthèse. Mais en effet, il y a un vrai sujet qui se pose derrière, ça peut faire peur, parce que dans les RH, on est dans la gestion d'humains, derrière il y a de la data humaine, et donc il faut faire ça avec précaution. Et ce qu'on dit, je terminerai là-dessus, ce qu'on dit aussi, ce qu'on essaie de faire passer comme message au RH, c'est attention quand vous achetez une solution, on le dit aussi aux startups, soyez hyper clair sur la façon dont est conçu le moteur même. C'est quelles sont les datas qui vont rentrer dedans, comment elles vont être analysées en interne, et qu'est-ce qui va en ressortir. Parce qu'il faut que les RH comprennent en fait toute la chaîne. Il faut que ce soit une bonne voie. Tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que l'opportunité de l'IA et de ces outils digitaux, normalement, c'est aussi de travailler pour que les RH soient plus humains. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup d'informations à traiter. Et ça va aider objectivement à pouvoir se concentrer, à avoir des indicateurs. Le problème, c'est surtout dans les entreprises, quand tu vois des gens qui gèrent des centaines, des milliers de collaborateurs avec des enjeux pas possibles, demande de l'humain dedans. Peut-être que c'est une opportunité pour en faire. C'est le cas, ouais, en effet, on pousse là-dessus sur le fait de dire, par exemple, que l'IA permet de faire gagner du temps pour se focaliser sur des tâches avec une forte valeur ajoutée. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, après il y a l'IA forte et l'IA faible, encore c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Donc on lui fait faire des tâches surtout quotidiennes. Stéphanie? Il n'y a plus de questions. Je remarque on va vous présenter le programme du coup de formation. Je te laisse, Vincent. Merci Alexandre. Je voulais remercier le LabRH, Alexandre en particulier, d'être venu nous parler d'innovation. Il y en a beaucoup. Hein. C'est clair qu'on pourrait se faire quasiment une soirée par l'innovation pour bien la comprendre pour beaucoup. Donc, merci à toi. On va parler effectivement du programme qu'on lance avec toi sur la partie RH, au même titre que celle sur la RSE et management avec l'IRCE et le Lab RSE. Alors Stéphanie, comme c'est toi qui as fait le programme, pour juste expliquer, on a travaillé sur différents formats de formation. Un premier de sensibilisation comme ce soir, parler d'un sujet pour ouvrir et donner envie d'aller plus loin. Et on a donc 2 formats, un format demi-journée qu'on appelle workshop, voilà, donc sur des coûts très accessibles et pour pousser un petit peu au niveau théorique et avoir des premiers focus sur des outils et puis des journées entières en Borsa Bloco, qu'on appelle Masterclass, où là vraiment on va rentrer dans la partie opérationnelle. Voilà les 2 formats, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la COP. Et après, on a un listing de modules avec des formateurs. Alors, je ne sais plus qui est là, donc Catherine, elle est partie. Hein, non, mais alors, je vais commencer. Je prends la parole sur Nicolas qui a pas pu se déplacer ce soir. Voilà. Donc en effet, on va commencer. Alors, il y a le recrutement à l'ère digitale. On vient de l'évoquer finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour recruter. Donc, c'est donner les clés aux recruteurs pour utiliser au mieux ces outils et savoir quels sont les outils à utiliser.
L'animation de communauté RH, je vous ai parlé de communauté apprenante tout à l'heure. L'idée aussi, c'est de pouvoir, et ça c'est une vraie demande des ressources humaines, de pouvoir créer des communautés RH en entreprise et pouvoir travailler sur des pratiques, des échanges de pratiques entre pairs. Donc c'est comment on le fait, comment on crée ces communautés, comment on anime ces communautés derrière. Et enfin, l'autre sujet, c'est apprendre au 21e siècle. Donc déjà, comment on apprend, qui est le sujet de la formation. On n'apprend plus maintenant comme on apprenait il y a 20 ans. Et on traite dans ce module les compétences du 21e siècle, donc les 4 C, esprit critique, collaboration, communication et créativité, qui sont les 4 compétences, a priori, je dis a priori parce qu'il y a débat sur une 5e, identifiées comme étant les compétences qu'on va rechercher dans les prochaines années au sein des entreprises. Et donc, je vais prendre la parole maintenant pour Catherine sur devenir un DRH innovant. C'est que ça ne s'invente pas aussi. On ne claque pas les doigts, on devient super innovant. Et ce n'est pas juste en achetant 2-3 startups, solutions startups qu'on devient innovant. Il y a tout un processus aussi d'acculturation et un processus intellectuel pour devenir un DRH innovant. Et donc là, l'idée à travers cet atelier, c'est de vous donner justement les clés pour innover au sein même de votre entreprise. Thomas, je te laisse la suite. Merci. Alors, 2 mots effectivement sur l'IA et les RH. Alexandre en a un petit peu parlé. Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est un vaste sujet qui me passionne. Et moi, du coup, juste pour préciser, mon claim, c'est le claim de ma boîte, c'est AI for People. Parce que je considère que, comme de plus en plus de gens, l'IA n'est pas un sujet technologique, mais surtout un sujet humain. Une petite partie d'algo, une petite partie de data et d'IT, donc la grosse partie, c'est la culturation, la conduite du changement, l'anticipation sur les jobs, etc. Donc il y a plein de sujets passionnants qui sont pour beaucoup des sujets RH. Donc l'objectif de ces 2 formats, on va parcourir un peu le même sujet, mais plus long évidemment dans la formation de journée, c'est de faire comprendre d'abord ce que c'est. On parle beaucoup, mais concrètement, comment ça marche, quelles sont les applications pour les ressources humaines. Alexandre a cité le recrutement, la gestion de carrière, la gestion de la formation. Finalement, il y a plein de domaines où, en utilisant les data, soit du candidat, soit du collaborateur, on va pouvoir faire matcher les jobs, faire matcher des offres de services internes, de formation et autres. Et puis, il y a toute une dimension dont on parle un peu moins, parce qu'elle est moins sexy, c'est toute la partie automatisation qu'on permet de faire l'IA. C'est-à-dire qu'avec l'IA, on peut automatiser des choses qu'avant, on ne pouvait pas automatiser. Plein de textes, plein d'images, etc. Il y a des gains de temps colossaux. Il y a un chatbot aussi qui est vachement sympa. Et donc, ça, c'est le premier volet. L'IA au service des fonctions RH. Et puis, il y a le deuxième volet qui est aussi important et aussi passionnant. C'est comment l'IA doit se saisir dans une boîte du sujet pour accompagner la transformation. Évidemment, tout ça a des impacts quand on met des algos. D'abord, il faut expliquer, conduire le changement pour faciliter l'adoption, parce qu'il y a des fantasmes, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a la super IA qui va nous piquer notre job, etc. Et puis c'est très concrètement, vous allez mettre des outils de plus en plus automatiques dans des mains de conseillers clientèle, par exemple, dans plein de réseaux de distribution. Évidemment, il faut les accompagner parce que comment est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient confiance et que la collaboration homme-machine se passe. Il y a plein de sujets passionnants qui sont pour moi vraiment des sujets RH et je pousse pour que l'IA soit prise en main par les ressources humaines. On respecte bien les gestes barrières. Ouais. Merci. Alors, on a parlé de plein de choses là. Moi, j'arrive avec la QVT, qualité de vie au travail, qui peut se voir sous 2 formats. Le format matériel, le yoga, les salles de sport, et le versant plus psychologique, les conditions de travail. Moi, du coup, j'accompagne et je forme sur ces aspects-là. Les relations de travail, comment sont prises les décisions dans la boîte, la question de gouvernance, la charge de travail, l'autonomie, la capacité à se former, à s'auto-former aussi. Voilà, les 2 programmes sont là-dessus, manager une démarche QVT et réussir une démarche QVT, 2 angles différents. L'objectif, c'est faire un état des lieux sur déjà où se situe l'entreprise, pouvoir être en capacité soi-même de faire cet état des lieux-là. Et puis, pourquoi, on l'a vu, fidéliser, engager, motiver ses collaborateurs.
La première, manager, c'est comment je pilote cette démarche-là, comment moi j'arrive à prendre en charge en main ces aspects-là. Et réussir notre démarche QVT, on est plutôt s'appuyer sur la levée d'intelligence collective pour s'assurer de cette réussite-là, parce que si ta démarche n'est pas partagée, elle ne fonctionne pas. Donc, comment on peut faire ça ensemble? Voilà, sur les deux formats. Et à distance? Et à distance. Ah, Élise, collaborer à distance, c'était Élise qui était connectée à distance, mais Élise est partie. C'est un vrai sujet, là, pour le coup, collaborer à distance. Alors, je ne vais pas vous dévoiler l'intégralité de ce qui va être dit, mais clairement, dans collaborer à distance, il y a aussi la notion de manager à distance. C'est aujourd'hui quelles sont les positions à prendre en tant que manager et en tant que collaborateur pour pouvoir travailler à distance. On parle beaucoup de télétravail, forcément, dans le cœur du sujet. Et donc là, vous allez pouvoir découvrir les façons de collaborer à distance. Les outils sont mis en place. Et il n'y a pas que les outils, et c'est ce que tu disais pour la partie QVT, il y a aussi tout un état d'esprit également à avoir, et ce n'est pas l'individu, c'est un collectif au global, donc c'est pour l'entreprise. Toutes les infos sont sur le site internet. Toutes les informations, on souffle au micro, toutes les informations sont sur le site internet de la coq-numérique.fr. Innovation, formation, allez-y, un workshop 69 €, une masterclass 590 € hors taxe, et c'est éligible OPCO, et on espère vous voir nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, bonne soirée, merci à vous qui vous êtes déplacés et à très bientôt. Coupé.